suis ravie d'être avec vous aujourd'hui, surtout de modérer cette table ronde qui a pour terme renforcer le leadership dans l'innovation en santé. On sait que la France est très innovante en santé, mais doit continuer de l'être. On va en discuter lors de ce débat. Donc ces nombreux atouts, ils sont là, ils incitent à investir sur le territoire français. Il y a un an, il y avait un très gros investissement sur l'usine de Chartres qui était annoncé lors de cette table ronde, la table ronde de l'année dernière, 2,1 milliards. Et vous étiez pareil, vous avez annoncé des investissements récents, des rapatriements de médicaments en France. Donc elle est attractive, cette France. Mais il faut également que cela dure en facilitant les essais cliniques, notamment de phase 1, pour éviter qu'ils ne cèdent à l'appel de l'Amérique et qu'ils partent aux États-Unis, et également les 2 et 3 pour donner accès aux patients français. Il faut également favoriser les partenariats publics-privés. Pour l'instant, ces partenariats sont actifs, mais encore faut-il les renforcer et les faire perdurer. Il faut également encourager les mesures en faveur de l'innovation et surtout qu'elles soient pérennes dans le temps. Et ça, on verra qu'en ce moment, c'est quand même très difficile de se projeter, ne serait-ce que sur 2025. Il est également important donc d'établir des connexions dans les écosystèmes de santé, parce qu'on a vu il y a tous ces pôles de compétitivité, ces bioclusters sont très actifs, et donc effectivement ça favorise cette interconnexion entre les grandes entreprises internationales que certains représentent, les biotech. Nous avons un représentant ici même d'une biotech et également les industriels qui fabriquent des médicaments qui travaillent au sein de ces pôles de santé dynamiques en France. Alors, nous allons donc débattre avec nos intervenants prestigieux, j'arriverai à le dire, autour de cette table, avec vous, Émilie Buja. Vous êtes directrice générale de Kyowa Kirin France et vous allez nous présenter un petit peu qu'est-ce que Kyowa Kirin France. Vous êtes un groupe japonais, mais en quelques mots, qu'est-ce que vous faites et pourquoi vous êtes en France? Bien, bonjour à tous, merci Christine. Donc, je suis Émilie Buja-Toussaint, je suis présidente de Kyowa Kirin France et Benelux, donc un laboratoire pharmaceutique japonais spécialisé dans les maladies rares. Nous développons et nous commercialisons en France 2 médicaments sur des maladies et des pathologies extrêmement rares qui traitent une petite centaine de patients. Voilà, donc c'est pour vous dire, on est vraiment dans un marché de pointe et la France, c'est une terre importante et qui a des défis à relever dans les prochaines années. Pierre Despenoux, CEO de d'Imchec Therapeutics. Que fait Imchec Therapeutics? Vous m'avez dit que c'était mieux que vous le présentiez vous-même, plutôt que moi. Bon, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc, Pierre Despenoux, le président d'Imchec Therapeutics, une société de biotech basée à Marseille. Imchec est une société issue de la recherche académique française, INSERM, CNRS et Hôpitaux de Marseille, qui agit dans le domaine de l'immuno-oncologie, donc l'utilisation du système immunitaire pour vaincre certaines formes de cancer d'origine soit hématologique, soit solide. Nous avons levé 170 millions d'euros en 3 tours, dont 20 millions en non dilutif dans le cadre de France 2030, on y reviendra. Et nous sommes aujourd'hui en train de préparer 2 phases 2, une dans le mélanome et l'autre dans les leucémies. Et vous travaillez étroitement avec le CHU de Marseille notamment? On travaille avec l'IGR, l'IPC, mais également des centres d'investigation aux États-Unis et partout en Europe. Ghislaine Leleu, vous êtes présidente d'Astellas France. Donc Astellas France était également un groupe japonais. Absolument. Représenté en force aujourd'hui. Que fait Astellas France? Alors vous avez raison, Astellas est le 2e laboratoire japonais mondial pharmaceutique. On est un laboratoire de taille moyenne et on est extrêmement focalisé sur l'innovation. On a un portfolio actuel en oncologie, immuno-oncologie. On a de l'immunologie, essentiellement dans la transplantation d'organes. Et on a un pipeline qui va arriver très riche en thérapie cellulaire et en thérapie génique. Voilà. Vous, Damien Parisien, vous êtes implanté à Lyon avec une belle usine. Et vous êtes directeur général de Benta Lyon. Benta, que fait-il ce groupe pharmaceutique qui s'est implanté en France en 2020, si je ne me trompe pas? Oui, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, alors nous, on s'est implanté en 2020 en France.
via l'acquisition de cette usine qui s'est fait à ce moment-là. Et l'investisseur et le propriétaire derrière est un investisseur libanais en fait, qui lui-même a déjà un groupe pharmaceutique au Moyen-Orient. Il était ici, à cette table ronde, l'année dernière. Exactement, Voilà. Bernard Tannery, et qui est aujourd'hui ici aussi dans l'hémicycle. Et alors nous, ce que l'on fait, c'est qu'on est sous-traitant pharmaceutique et laboratoire générique. En façonnier ou CDMO. Voilà, CMO, comme on peut CMO, l'appeler dans voilà. la presse, pour des laboratoires tiers. Et puis on lance notre gamme de génériques depuis cette année sur le marché français. Étienne Tichit, vous êtes VP Corporate et directeur général de Novo Nordisk France, et vous innovez et vous produisez en France. Bonjour à toutes et à tous. On innove, on produit, oui. Alors, Novo Nordisk, donc déjà, on est une entreprise de santé qui est détenue par la première fondation privée mondiale, avec une ambition, c'est de défier les maladies chroniques. Donc, on parle du diabète, de l'obésité, mais aussi de l'hémophilie et des troubles de la croissance. Et on réalise 31 milliards d'euros de chiffre d'affaires et on est dans toutes les géographies avec pas loin de 74 000 employés à l'heure où on se parle. Et puis une ambition, c'est de pouvoir défier à la fois le P de performance, le P de people, c'est-à-dire les patients, les professionnels de santé, la prévention, et le P de planète. Donc, parce que c'est un des défis excessivement importants qui sont au cœur de notre mission. On va ouvrir le débat avec vous, Ghislaine Leleu. Un laboratoire international d'origine japonaise comme Astellas, en quoi la France est-elle attractive pour vous? Alors, est-ce qu'elle va le durer? Et est-ce qu'elle l'est? Va durer, oui. Est-ce que ça va l'être dans la durée? L'attractivité, en fait. L'attractivité pour un laboratoire qui n'a pas de production sur le territoire français, le seul site de production sur le territoire européen. Alors j'ai envie de dire, la France a énormément d'attractivité, mais elle a également quelques freins. Et c'est cette ambiguïté qu'on doit en permanence gérer lorsqu'on est dans une filiale française. Alors l'attractivité, il faut saluer effectivement le plan Innovation Santé 2030 qui a réellement permis de faire énormément d'avancées dans le leadership français. Ça a renforcé vraiment la souveraineté sanitaire en France en général. Ça a également eu un effet très bénéfique sur le tissu académique, industriel. Et sur l'innovation, il faut le dire. Un des gains que l'on a eu avec ce plan Innovation Santé qui est immédiatement palpable, c'est l'accès précoce des patients à l'innovation. Et ça a vraiment été un fait qui nous a permis de nous mettre au rang d'un certain nombre d'autres États qui le permettaient déjà et de faire venir l'innovation de façon précoce dans notre pays. Parce que la France est particulièrement bien lotie, l'Italie également, mais oui. C'est en Europe, en Allemagne. Voilà, en Europe, tous les pays ne sont pas. Non, tous les pays ne sont pas comme ça. L'Allemagne est le premier généralement à avoir l'innovation, et grâce à notre programme, la France peut l'avoir également assez rapidement, à condition qu'on y ait accès par le biais des demandes que nous faisons et qui se tendent malheureusement actuellement à devenir un peu moins importantes. Bon, ça c'est des acquis et c'est vraiment, si on met avec cela, encore une fois, la foison scientifique française et cet écosystème extrêmement reconnu mondialement dans le domaine médical, de la biomédecine, oui, la France est attractive. Maintenant, tout est une question de taille et je ne compète pas avec mon collègue de Novo Nordisk qui annonce des chiffres fantastiques. Il faut choisir où on met ses sous évidemment, quand on lead un groupe mondial. Et il y a des freins en France pour un groupe de moyenne taille comme le nôtre. Et le plus important, il a été souligné ce matin à maintes reprises, c'est vraiment l'absence de prévisibilité économique dans notre secteur. On est un secteur extrêmement régulé, vous l'avez entendu également ce matin, la régulation des prix et des taxes qui sont extrêmement importantes et pour lesquelles nous n'avons pas de visibilité. Alors on a très peu de visibilité annuelle et on n'a aucune pluriannualité. Donc tout est remis sur le tapis tous les ans avec un mécanisme de calcul qui est extrêmement obscur, qui ne nous permet pas de faire des prévisions. Et donc vous pouvez imaginer que lorsque on présente nos plans devant notre board japonais, ça c'est quelque chose qui est complètement irrecevable.
C'est même quelque chose qu'ils n'arrivent pas à comprendre, qu'on ne puisse pas avoir cette prévisibilité. Il y a également un autre frein potentiel que l'on voit arriver potentiellement au cours des discussions actuelles au Sénat et à l'Assemblée, c'est la stabilité de certaines politiques publiques qui étaient favorables à la France, notamment le crédit impôt recherche. Et pour la première fois depuis longtemps, on a entendu que le crédit impôt recherche est en cours de discussion et qu'il va peut-être avoir une amputation. Ça serait absolument dramatique pour nous. Et alors la dernière chose, ça c'est, je prends vraiment la casquette là d'une industrie qui ne produit pas en France, contrairement à certains de mes collègues. L'autre manière de valoriser ce que nous faisons dans l'innovation, c'est de reconnaître la place que l'on a et de la valoriser dans les partenariats publics-privés, dans les essais cliniques précoces, parce que plus on développe des essais cliniques sur le territoire français, encore une fois, plus les patients français les ont précocement et plus les médecins et scientifiques français peuvent y accéder précocement. Et cela n'est pas valorisé, en fait, dans tout ce calcul de taxes et de alors et de que vous donnez accès à l'innovation. Alors qu'on donne l'accès à l'innovation, alors qu'on participe au foisonnement des publications françaises qui sont juste derrière certains groupes américains, quand on regarde le domaine de l'oncologie, c'est pas reconnu, en fait. Voilà. Donc, oui, il y a des facteurs qui pousseraient, j'ai envie de dire, des industries de taille moyenne à venir s'implanter beaucoup plus en France, mais il y a encore beaucoup de freins qui font que la France, au sein de l'Union européenne, n'est pas nécessairement l'endroit qui va être celui où on va implanter une usine, où on va développer encore plus le développement clinique. Émilie Buja, quelle est votre vision à vous de la souveraineté française? Vous qui êtes un groupe japonais international, mais positionné sur les maladies rares. Tout à fait. Alors, je pense que pour un petit groupe japonais, Marc Lermite en parlait ce matin, les PME asiatiques, je les représente, en tous les cas dans le secteur de la santé. Pour un groupe japonais comme le mien, la France paraît extrêmement loin et l'Europe paraît extrêmement complexe de par sa fragmentation. Et la première image de la France, c'est évidemment une image de complexité et d'imprévisibilité. Ghislaine en parlait à l'instant. Vraiment, l'imprévisibilité dans le secteur de l'industrie pharmaceutique, des taxes et de la fiscalité en France est quelque chose qui pèse lourd dans l'image qu'on peut véhiculer à l'international. Pour autant, on a des vrais atouts et Ghislaine en parlait, je veux insister sur l'excellence médicale et scientifique française, la qualité de nos réseaux de soins, la structuration des filières et particulièrement dans les maladies rares. Nous avons depuis 2014 et les gouvernements successifs ont financé les plans nationaux maladies rares qui ont permis d'avoir des structures sans précédent avec un maillage territorial composé de centres de référence, de centres de compétences qui permettent vraiment une prise en charge extrêmement favorable des patients français et qui nous donnent de l'avance par rapport à nos voisins européens. Mais pour autant, aujourd'hui, on voit bien que cette excellence médicale et scientifique française, il faut la conserver. Et pour la conserver, il faut que les acteurs publics n'opposent pas dans le débat la souveraineté au sens de la production de médicaments essentiels versus le financement de l'innovation. Le fait de pouvoir traiter ces deux piliers à égalité dans le débat est essentiel pour l'avenir de la souveraineté sanitaire française. Et aujourd'hui, un des piliers a un peu pris le pas sur l'autre et nous avons des inquiétudes en tant qu'industriels spécialisés dans l'innovation médicale de quel va être le traitement fait à l'innovation médicale dans les années à venir. Ghislaine en parlait, tu en parlais Christine, l'inclusion des patients français dans les essais cliniques précoces de phase 1 est essentielle. La France avait une position de leader il y a une dizaine d'années en Europe. Nous sommes passés au 3e rang derrière l'Allemagne et l'Espagne, qui aujourd'hui captent plus de patients que la France, et cela est dû à des politiques volontaristes des États. Et c'est bien là le mot, c'est il faut qu'il y ait une politique volontariste et visionnaire de ce que l'État français veut faire en termes d'innovation scientifique à 10 ans. Et donc ça nous ramène sur la notion de pluriannualité qu'a évoqué Ghislaine. Peut-être que nous aurons le temps d'en parler un peu plus en détail par la suite. Mais c'est aujourd'hui ça qui est au cœur des questions de l'industrie pharmaceutique. C'est comment avoir une vision à plus long terme qui va favoriser aussi bien la production, mais aussi l'innovation, et que la France puisse marcher sur ses deux jambes. Donc, Choose France, c'est le terme
C'est ce que vous avez fait, Étienne Tichit, enfin plus exactement Novo Nordisk, votre maison mère, en choisissant cet investissement conséquent à Chartres. Quels sont les atouts pour vous de la France, pour un groupe qui est aussi dynamique que le vôtre actuellement ? Je vais essayer de paraphraser la ministre sur les aspects. Je pense que la première chose, il faut peut-être que je vous raconte un tout petit peu l'histoire juste avant, c'est qu'en fait j'étais à la tête des opérations commerciales en Europe, donc Europe élargie, donc 35 pays. Et à fin 2019, on était juste avant la période officielle du Brexit. Et donc à ce moment-là, je me suis dit que c'était le moment de revenir en France et de venir investir en France et de porter le message de la France en France. Quelle drôle d'idée. Et pourquoi je l'ai fait et pourquoi le groupe l'accompagne aujourd'hui, c'est parce que, on considère qu'on a effectivement les compétences, qu'on a un niveau de recherche et des chercheurs qui sont, tu parlais tout à l'heure d'excellence, et puis sur l'aspect industriel, on a aussi à la fois une expérience industrielle, puisqu'on est implanté depuis 1960 à Chartres, et aussi une opportunité certainement de pouvoir mettre la France au cœur des préoccupations de R&D, au cœur des préoccupations industrielles. Et si je reprends le titre, on n'est plus en train de parler d'attractivité, mais de leadership de la France au sein de l'Europe. Et donc tout le mouvement, c'était de se dire, comme tous les pays européens sont en train de bouger parce que l'Angleterre sort au moment du Brexit, ça crée une opportunité. Et la France étant bien positionnée géographiquement, c'est vrai qu'il manquait un leader en Europe. Et très clairement, la logique de venir investir en France, la logique d'être avec une politique aussi pro-business, derrière, on pensait que c'était certainement toutes les conditions pour pouvoir porter une feuille de route impeccable. Alors, oui, les chercheurs sont là, donc c'est bien. Là, janvier de cette année, j'ai créé un centre de développement clinique, voilà, avec une 50aine de personnes, de façon à pouvoir pousser la recherche. Il ne faut pas oublier que la recherche pour nos molécules, ça finance nos hôpitaux. Donc, soyons ravis quand on pousse la porte d'un hôpital, c'est grâce à notre industrie et pas avec les finances publiques qui ont du mal à, aujourd'hui, aider la peinture dans les couloirs. L'autre aspect, c'est de travailler sur l'industriel. Et j'appelais de mes voeux toute la partie industrie verte. Et dans cette même période, à la fois notre député qui portait le projet de loi et en même temps le ministre Roland Lescure, de réindustrialisation verte de la France. Et donc créer un flux de façon à faire en France, de créer en France des leaders de l'industrie verte. Et donc, c'est dans ce contexte-là, si on veut mettre à l'échelle un outil industriel en Europe, le faire de façon décarbonée, la France présentait un certain nombre d'atouts. Et donc, de fait, Novo Nordisk a décidé d'investir 2,1 milliards pour pouvoir doubler sa surface industrielle. Donc aujourd'hui, pour vous dire, on sert 10 millions de patients à partir de la France, à partir de notre site de Chartres, et on prévoit de doubler les capacités. Donc ça vous donne une petite idée un peu de l'importance aujourd'hui d'un site industriel en France pour la santé dans le monde. Alors quand je dis dans le monde, c'est 85 pays qui sont autour de la France, parce qu'on veut préserver aussi la partie environnementale. Donc ce qu'on a mis en place, c'est de la décarbonation au pas de course, 8500 tonnes de CO2 éliminées chaque année, depuis 2019. On a mis en place donc cette équipe pour toute la partie développement et recherche clinique. On a mis en place aussi des programmes de prévention, parce que, comme je l'ai dit, étant entreprise de santé centrée sur les maladies chroniques, il est indispensable que, certes, on génère du revenu, et ça c'est un des points de difficulté aujourd'hui, c'est on génère du revenu sur les molécules pour les personnes avec les personnes qui sont malades, qui sont atteintes de ces maladies, mais de l'autre côté, c'est aussi pour réinvestir dans la prévention. Donc on a mis en place le premier programme de prévention à Strasbourg, on est en train de travailler sur un deuxième programme de prévention. J'appelais de mes voeux que le ministre de la Santé et de la Prévention reste, au moins pour la partie prévention. Vous avez vu, ça ne vous a pas échappé qu'il ne reste plus que la santé. Donc j'espère que ça sera inclus dedans. Mais en tout cas, moi je considère que c'est aussi notre rôle en tant qu'entreprise de santé d'avoir un business model, et ça les États doivent le comprendre, c'est que si on veut un modèle vertueux, il faut réussir à créer de l'innovation, donc soutenir les hôpitaux, les chercheurs, et ça l'industriel le fait.
il faut derrière être capacitaire parce que les besoins de santé augmentent. Et en même temps, comme on est dans un modèle qui est sous tension parce que la France a fait le choix d'avoir un système où toute personne a accès à la santé, eh bien derrière, nécessairement, il faut aussi un système qui tienne dans le temps. Et pour qu'il tienne dans le temps, il faut adresser la problématique de prévention. C'est aussi simple que ça, mais la réalité, c'est que 5 ans après, je peux vous dire que ce n'est pas si simple que ça. Alors je ne vais pas retomber dans la morosité avec le PLFSS, les prix les plus bas d'Europe, et en plus on les baisse d'une année sur l'autre. Donc en fait, il faut savoir, nous, notre santé, elle vit à crédit et elle est rémunérée, elle est payée par les pays limitrophes. Donc vous pouvez les remercier, hein. Je pense que les Français ne le pensent pas, mais on pourrait les remercier, toutes ces personnes, tous ces systèmes de santé autour de la France. Et puis le dernier aspect, c'est que visiblement on n'a pas de problème de budget de santé parce qu'on continue à rembourser des produits qui aujourd'hui ne sont pas remboursés dans l'Union européenne. Donc ce qui veut dire que si on est dans cette logique-là, derrière il faut une stratégie claire, une stratégie qui n'est pas faite et basée sur les attentes populistes qui peuvent y avoir autour, mais simplement une stratégie de santé qui vise l'innovation. Parce que le leadership vient qu'avec l'innovation. Vous, vos produits, oui, si je peux me permettre d'ajouter, vous parliez effectivement des prix, des remboursements. Quand les innovations ont des remboursements, parce qu'il arrive que dans d'autres pays européens, ils soient remboursés, que ce ne soit pas le cas en France. Ce qui fait que certains médecins, maintenant, envoient leurs patients se faire soigner avec certaines thérapeutiques qui ne sont pas remboursées en France. Donc, en attendant, ImCheck Therapeutics n'a pas encore ces soucis, entre guillemets, de remboursement, parce que vous êtes encore avec vos médicaments en développement. Pour vous, l'innovation en France, comment peut-on la favoriser et pour contribuer à conserver un certain leadership européen ? Oui, alors je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'une société de biotech. Je vais très rapidement vous planter le décor. C'est généralement une société qui démarre d'une idée d'un fondateur scientifique, qui est généralement un académique, avec généralement assez peu de data et un tout petit peu de propriété intellectuelle, qui ambitionne d'apporter une thérapie supérieure à ce qu'on appelle le standard of care au moment où le candidat médicament sortira, c'est-à-dire entre 10 et 15 ans, et il part sans rien, avec l'ambition de révolutionner une maladie ou sauver des vies. Donc autant vous dire que quand vous partez avec ça, et on a vu la table ronde précédente d'Éléonore, elle dit des choses qui sont très, très semblables. Autant être bien équipé pour être sûr de pouvoir arriver au bout de la mission. Et évidemment, malheureusement, beaucoup échouent. Donc la question, quelles sont un peu d'une certaine manière les clés du succès, d'abord c'est d'être... j'ai une sorte de triangle magique. La première pointe, c'est vraiment l'académique. La deuxième, ce sont les sociétés de biotech, mais ça peut également être la medtech ou autre, qui développe... HealthTech, qui développe de la data, donc qui vient démontrer d'abord la preuve de concept en préclinique, puis ensuite gagne le droit d'aller en clinique et à ce moment-là essaye de démontrer la supériorité de son candidat médicament, tout en continuant de générer de la propriété intellectuelle, parce qu'un médicament sans propriété intellectuelle, on peut parler à tous nos intervenants, sauf ceux qui sont dans le générique, évidemment, qui eux, continuent de valoriser les médicaments au-delà de la période de propriété intellectuelle. Et puis le troisième, c'est vraiment l'industrie. Ni l'académique, ni les biotech n'ont pour mission, ni pour vocation de commercialiser des médicaments. Alors on peut le faire dans des cas de figure très rares, quand on est sur des maladies très rares, avec 1 millier de patients dans le monde. Bon, c'est gérable, mais quand on passe sur des échelles beaucoup plus grosses, c'est pas là que les investisseurs veulent mettre de l'argent. Et puis au centre de ce triangle, qui est vraiment connecté, c'est un monde qui tourne vraiment ensemble, se trouvent les investisseurs. Sans argent, il n'y a pas de triangle. Donc dans le monde entier... L'attractivité en France passe aussi par là. Oui, et l'investisseur, alors ça c'est le modèle, ce que je viens de vous décrire, c'est un modèle qui existe partout dans le monde. En revanche, en France, l'investisseur, donc qui est vraiment le cœur du réacteur au départ, il est soit d'ordre public, soit privé.
Donc nous avons levé, je vous l'ai dit, 170 millions, 3 tours, auprès d'investisseurs spécialisés, français, européens, américains, institutionnels, aussi des fonds corporate, au titre d'ailleurs de Pfizer ou de Boehringer, on a des Allemands aussi, et également tout ceci favorisé par France 2030, qui met en jeu son agence pour l'innovation en santé, dirigée par Lise Alter, mais également la BPI, les différents ministères qui viennent nous soutenir, etc. Donc, c'est clairement, pour répondre à votre question, un enjeu de financement, un enjeu de talent et un enjeu de data. Et moi, je suis convaincu que des bonnes personnes, une bonne équipe qui génère des bonnes data, lève de l'argent. En revanche, des scientifiques qui ont une idée, mais en fait qui ne touchent pas terre, avec des datas qui sont bancales, évidemment, ça ne lève pas d'argent. Bon, voilà en gros ce que moi je considère comme étant les clés du succès. Pour une société comme Benta, donc vous avez rapatrié la production de 6 génériques, parce qu'on parle d'innovation, mais innovation c'est aussi pouvoir produire et que ça soit accessible aux patients français. C'est une autre forme d'innovation, on va dire, une sorte de leadership pour la France. Est-ce que vous comptez continuer à vous agrandir et comment vous avez fait pour incorporer ces 6 génériques sur votre usine de Lyon ? Alors c'est vrai, exactement. Alors, notre objectif, c'est d'essayer d'apporter une pierre à l'édifice dans tout ça, dans cette souveraineté, de faire en sorte que le patient français puisse avoir son médicament. Ça, en temps en heure et sans rupture de stock. Ça, c'est notre ADN et c'est ce qu'on essaye humblement d'essayer de promouvoir, de faire depuis 2020, en fait, via nos 2 activités. La première activité qui est d'abord l'activité de sous-traitance et la deuxième activité qui est l'activité de laboratoire générique avec les produits que nous avons commencé à lancer depuis cette année. Donc effectivement, depuis cette année, nous avons lancé nos premiers produits sur le marché français, un des premiers du paracétamol comprimé 500 mg qu'on a commencé à lancer depuis la fin de cette année. Et effectivement, ces 6 molécules essentielles dans le cadre de France 2030 pour lesquelles nous avons été lauréats et aussi que nous sommes en train, pour certains, quasiment en phase finale de réindustrialisation dans notre usine pour pouvoir aller sur le marché français. Et notre objectif dans ce cadre-là, c'est de faire une trentaine de molécules dites essentielles chaque année pour essayer de participer à cette souveraineté, on va dire, sanitaire. Et de l'autre côté, notre deuxième volet, puisqu'on produit pour 25 clients, aujourd'hui 25 laboratoires pharmaceutiques de toute taille sur notre site. Et on promouvoit ce partenariat aussi de relocalisation et d'avoir ce leadership de fabriquer en France, puisque le fabriquer en France est une marque importante à notre sens et qu'on essaye de porter. Et dans ce cadre-là, il y a quelques mois en arrière, on a annoncé notamment sur de la santé animale, puisqu'on raisonne One Health, sur le fait de rapatrier une unité de production injectable dans notre usine sur des produits qui ont été fabriqués en dehors de l'espace économique européen. Donc cette souveraineté, on a parlé tout à l'heure, vous expliquiez l'état des lieux et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'accroître maintenant et pour éviter en tout cas qu'elle baisse en France. Alors, en matière de souveraineté, on parle de beaucoup de choses différentes en réalité. Oui. Ça a été d'ailleurs évoqué ce matin. Alors, on parle de la souveraineté, on en a beaucoup entendu parler dans la presse ces derniers temps en matière de production pour les médicaments. Avec une espèce de dogme qui dirait qu'on serait souverain si on avait la production de tous nos médicaments sur le territoire français. C'est quand même une belle utopie parce que ça ne sera absolument jamais réalisable, que l'on puisse avoir l'ensemble de notre panel thérapeutique produit sur le territoire français. Et quand on parle de l'innovation, puisque moi je reprends le flambeau des laboratoires innovants, c'est pratiquement impossible parce que les étapes de production sont extrêmement complexes. Un produit, ça a des dizaines, voire des centaines d'étapes de production qui sont faites dans des pays différents. Alors peut-être qu'à la fin, l'assemblage est fait en France, mais ça ne garantit pas la souveraineté. Cela, ça peut, voilà. Et alors quand on s'adresse à des avec des usines miroirs, souvent pour que cette production se fasse dans plusieurs continents différents en cas de problème de production, que les patients puissent toujours y avoir accès. Qu'on puisse assurer la pérennisation de notre supply chain. Et c'est ça qui est le plus important à la fin. Je veux signaler qu'un laboratoire comme le nôtre, 30 ans, pas une seule rupture de stock.
Et ça, c'est une excellence de la chaîne de prod, ce n'est pas une politique de souveraineté. Donc ça c'est une chose. Et alors quand on s'adresse à des maladies rares, là aussi, hein, Émilie en a parlé, je veux dire, quand il y a 3 malades dans un pays ou 4 malades dans un pays, on ne va pas produire dans ce pays, on va produire à l'échelon européen, on va produire à l'échelon mondial. Donc pour nous, il est beaucoup plus important de s'inscrire dans une souveraineté européenne et d'avoir un leadership au sein de cette souveraineté européenne représentée par la France, plutôt que, à notre avis, en tout cas pour la partie innovante, de se battre pour une souveraineté purement nationale. Alors, au-delà de la souveraineté de production, il y a la souveraineté de l'accès aux soins. Et ça, c'est très important, parce que ce qui est important, c'est que les patients français puissent continuer à avoir accès aux soins et à la pointe des soins, parce que c'est encore jusqu'à maintenant ce qui nous a caractérisés. Et c'est ça qui actuellement doit être regardé avec importance, parce que c'est ça qui pourrait risquer, qui pourrait être à risque dans les années qui viennent. Et de manière équitable, dans toute la France, quel que soit l'endroit où Alors il y a se ça, mais au-delà de ça, il y a Français au sein de l'Europe. Et le fait, ou au sein du monde, et donc pourquoi il pourrait y avoir du risque? Il pourrait y avoir du risque si on remet en cause les politiques qui ont été faites et qui sont extrêmement bonnes, que j'ai signalées, d'accès précoce. Bon, c'est pas sur l'atelier actuellement de les remettre en cause, heureusement. Il faut continuer à simplifier tout notre système administratif qui permet la mise en place d'essais cliniques précoces. On est encore très à la traîne par rapport à des pays qui ont fait évoluer ça très rapidement. On a cité l'Espagne et récemment l'Allemagne. Et ça, c'est important parce qu'il y a peu d'essais, finalement, contrairement à ce qu'on croit. Il y a une espèce de bataille des essais. Et donc, il est important qu'on la gagne et qu'on continue à avoir des patients qui sont mis dans les essais précoces. Et puis alors, je ne vais pas revenir sur notre problématique de taxes et d'imprévisibilité, mais il y a un point qu'on n'a pas abordé et que je veux vraiment dire, c'est le coût, c'est-à-dire en fait comment sont valorisés d'un point de vue coût les médicaments en France. On a les prix les plus bas d'Europe et on a parfois les prix les plus bas du monde. Parce que pour un laboratoire, on se dit c'est super pour les patients français, ils peuvent les avoir pour pas cher. Ah oui, mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Quand on présente nos plans, on nous challenge sur le fait d'avoir le produit qui arrive en Europe, en France. Étienne Tichy, on a parlé tout à l'heure en disant que c'était nos voisins européens qui finançaient. Voilà, exactement. Et donc je vous assure, et Émilie, on partage ça toutes les deux. On a des discussions avec nos maisons mères où actuellement on est en train de dire la France n'est plus un pays rentable, mais osons le mot. Non, on ne va peut-être pas lancer dans ce pays-là ce produit. Ça, c'est un vrai problème, parce que ça veut dire que le jour où on a un produit qui traite un cancer qui n'a pas encore de traitement, c'est une énorme perte de chance pour tout un chacun. Tout le monde est concerné dans cette salle, tout le monde et toutes les familles. Voilà. Et ça risque d'arriver si on ne remet pas en place une politique de valorisation de l'innovation au coût de cette innovation, qui est important, c'est vrai. Émilie Buja, vous, effectivement, Kyowa Kirin est engagée dans les maladies rares. Donc, vous allez parler effectivement de cet accès des patients français à ces traitements innovants, mais également du dépistage, parce qu'il n'est pas tout. Encore faut-il, avoir le traitement, encore faut-il identifier à quel patient ces médicaments peuvent être donnés. Tout à fait. Alors, je vais parler du dépistage, mais on va parler plus généralement des grands programmes que la France doit lancer. Dont le 4e plan maladies rares, on n'a pas pu en parler tout à l'heure. Non, tout à fait. Donc juste pour donner un peu l'état des lieux, les maladies rares, ce que c'est en France, c'est 7000 maladies identifiées, c'est 4,5% de la population française, c'est 3 millions de personnes qui sont touchées en France et 80% sont d'origine génétique. Voilà, pour vous donner un petit peu le panorama. Donc tout le monde dans la salle, comme disait Ghislaine sur les cancers, tout le monde est aussi concerné par des enfants. Qui touchent essentiellement des enfants. 50% sont des enfants de moins de 5 ans. En effet. Aujourd'hui, en France, on a une structuration des filières de soins en maladies rares qui est exceptionnelle. Je pense qu'il faut reconnaître les atouts de la France et son leadership. Pour autant, on a une errance diagnostique, 4 à 5 ans pour avoir un diagnostic dans les maladies rares. Favoriser le dépistage néonatal génétique en utilisant le séquençage génomique, en venant s'adosser à des experts dans le domaine est essentiel. Mais vous imaginez bien que de monter ce genre de programme à l'échelle nationale a un coût en termes de budget, en termes de ressources humaines, en termes d'organisation des soins.
Et ça, aujourd'hui, on est face à un véritable frein. On est dans un cadrage financier aujourd'hui qui est annuel avec le PLFSS. Il faut qu'on arrive à passer sur des plans de financement qui sont pluriannuels, donner de la visibilité, pouvoir permettre... Comme dans la défense, on l'a vu ce matin. Donc, pas à court terme, mais sur plusieurs années. Exactement, j'allais faire le parallèle. On voyait ce matin les plans dans la défense à 2030 qui étaient trop courts. Nous, on est à l'année et encore même les plans qui sont définis pour l'année sont révisés en fin d'année et finalement on a une visibilité à 2 mois. Donc ce qui est essentiel, c'est dans des grands programmes comme le dépistage néonatal, génétique, ça va nécessiter des vrais investissements et des investissements de fonds. La France commence à accuser du retard par rapport aux voisins européens. L'Italie détecte 48 maladies à la naissance, des maladies génétiques. Nous, ce n'est pas organisé encore aujourd'hui sur le territoire national. Il y a des initiatives qui voient le jour, mais elles ont aussi besoin d'être boostées. Et ça va pouvoir passer par des partenariats publics-privés. Aujourd'hui, ils sont peu valorisés. Il faut les favoriser. Nous, industriels, nous sommes prêts à venir aider ces programmes-là. En tant que Kyowa Kirin, et quand bien même nous sommes une PME, nous soutenons le projet Périgénomètre qui est lancé par le CHU de Dijon. Mais on est sur une initiative qui, pour l'instant, est régionale, qui va devoir être étendue au territoire national pour que tous les patients français aient la même chance. Et pour éviter que ce programme mette 10 à 15 ans à voir le jour, il faut passer par les 2 piliers dont j'ai parlé, un cadrage pluriannuel des dépenses de santé et la favorisation des partenariats publics-privés. Voilà. Je vais vous passer la parole, Étienne Tichit, et après vous, Pierre Depenou, mais assez rapidement parce que, hélas, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Donc, Étienne Tichit, comment favoriser effectivement la prise en charge? Vous en avez parlé un peu tout à l'heure de ces maladies chroniques à vie, et donc il y a la prévention, il y a les traitements, mais aussi tout en renforçant effectivement le leadership de la France dans ce domaine. Je vais prendre un exemple assez simple et parlant. Ici, on parle d'économie, donc on va pouvoir mettre ça aussi en termes de montant en millions d'euros ou en milliards d'euros. Aujourd'hui, quand on parle par exemple de l'obésité en particulier, aujourd'hui ça nous coûte 12,7 milliards d'euros donc à la France chaque année, en coût direct, même pas indirect, direct. 47% de la population qui est en surpoids, 18% de la population adulte qui est en situation d'obésité. L'obésité, c'est 14 maladies déclenchées derrière et 200 000 cas de nouveaux cancers en Europe chaque année. C'est une maladie. Donc la question, c'est quand on commence à raisonner en termes économiques, prévenir l'obésité, c'est un bon investissement. Investir dans la prise en charge de l'obésité, c'est un bon investissement, parce que dans tous les cas, ce qui est en jeu, déjà en coût direct, c'est 12,7 milliards aujourd'hui, et on s'attend à ce que ce soit plutôt dans les 16 milliards à horizon 2030. Donc voilà, donc je pense que là, on a besoin aussi, tout à l'heure, ce matin, on parlait des lignes rouges. Alors j'aime bien les lignes rouges, mais simplement, ça veut dire qu'on reste tous dans son couloir de nage. Et je pense que sur des problématiques comme celle-là, il faut qu'on arrive à défaire les couloirs de nage et puis associer les compétences. C'est ce qu'on essaye de faire dans les territoires à Strasbourg, puis prochainement dans un programme de lutte contre l'obésité des enfants entre 6 et 11 ans, parce que c'est là que tout se joue. Donc voilà, je pense que derrière, et c'est un peu mon message vis-à-vis des entrepreneurs et entreprises qui travaillent dans le domaine de l'assurance, de l'alimentation ou autre, c'est comment on peut lutter efficacement contre l'obésité demain. Auquel tu peux rajouter le tabac, l'alcool et la pollution. Oui. Merci. Et vous, Pierre Depenou, vos 20 millions d'euros de financement public dans le cadre du plan France 2030, est-ce que ça vous a permis justement de ne pas céder aux sirènes d'outre-Atlantique, de ne pas aller aux États-Unis? Bon, on n'a pas de sirène, en fait, pour revenir à ce dont on parlait plus tôt. Les financements, on va les chercher où ils existent, en France, en Europe, aux États-Unis, comme je l'ai expliqué, auprès d'investisseurs institutionnels ou des fonds corporate. La levée non dilutive de France 2030, elle nous aide, c'est 20 millions, donc c'est du non dilutif, c'est de l'argent immédiatement investi dans la data et dans les talents. Si nous que nous ayons ces montants ou que nous ne les ayons pas, de toute manière, on va continuer à lever. Là, nous sommes déjà en train de préparer la prochaine levée
pour un montant entre 70 et 80 millions. Avis aux... Avis aux investisseurs, mais on prend que les gros chèques maintenant. Et continuer en même temps à aller lever encore des fonds non dilutifs. Et d'ailleurs, on peut par ailleurs aller lever des fonds non dilutifs aussi aux États-Unis. Ce que je ne vous ai pas expliqué pour rentrer dans les détails, mais on a aussi un anticorps dans le domaine des maladies infectieuses qui aussi rejaillit sur les maladies émergentes, la souveraineté de la France, etc., mais également qui intéresse les États-Unis. Pour vous, France 2030, Damien Parisien, comment les pouvoirs publics vous ont-ils accompagné? Comment ça vous a permis de rapatrier ces médicaments et d'en rapatrier d'autres à l'avenir? Alors c'est vrai que nous on a été aidés à plusieurs niveaux. Alors France 2030 dans ce cadre-là, donc c'est une aide à l'investissement dans notre outil industriel, mais on a été aussi aidé par la région Auvergne-Rhône-Alpes, aussi via territoire d'industrie, donc qui nous a permis aussi de continuer à investir dans d'autres parties de notre usine, sans oublier aussi l'écosystème local, puisque dans la métropole lyonnaise, l'écosystème de la santé est assez important et assez dynamique, donc ce qui nous permet aussi de pouvoir dynamiser tout ça. Et c'est vrai que comme là on parle d'investissement... Travailler avec l'écosystème justement. Exactement, l'écosystème de la santé. Et comme on est à l'échelle de l'outil industriel, de l'investissement, qui est un temps long, et que le domaine de la santé est un temps long, après en termes de transfert et de mise en route, et je rejoins mes confrères, c'est important de pouvoir avoir une pluriannualité des investissements, de qu'est-ce qui va se passer à horizon 3-5 ans. Je vous remercie à tous. J'aurais voulu vous donner quelques mots de conclusion, mais je ne pense pas que nous ayons le temps. Donc, je vous invite lors de la pause tout à l'heure à échanger avec nos interlocuteurs. Je vous remercie à tous et je vous souhaite une bonne fin de journée.